Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis compagnie de Alex Tardif. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Alex Tardy. Donc, je suis SE chez Palo Alto, donc System Engineer pour Palo Alto Networks, qui est une compagnie de cybersécurité, principalement au niveau de la sécurité réseau et autres technologies de sécurité connexes. Oui, puis ce qui nous amène à nous parler aujourd'hui, c'est parce que tu as publié sur LinkedIn un rapport des incidents qui ont été traités par Unité 42 en 2022. Et justement, tu mettais en lumière 7 points très importants. Et de ce rapport-là, on en sort beaucoup plus. Fait que je vais te laisser amorcer le rapport parce qu'il est fort intéressant. Il nous amène une réflexion. Puis justement aussi de présenter l'unité 42 qui est quand même l'unité, puis savoir comment ça se représente parce que la plupart des compagnies de sécurité disposent d'éléments comme ça, mais c'est peu connu du grand public. Grand public en cyber, là, on s'entend. Effectivement. Donc, Unité 42 ou Unit 42, ça a été fondé en 2014, le nom officiel, qui est notre unité de chercheurs de cybermenaces initialement chez Palo Alto. Donc, on était vraiment un fournisseur au niveau de la threat intelligence, donc donner des flux de menaces, donner des informations, des signatures et rendre ces analyses-là, ces recherches-là disponibles au public, qui peuvent inclure également surveiller différentes menaces émergentes, des groupes de ransomware et compagnie. Unit 42, le nom de ça, un petit peu, ça sort de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, parce que 42 est le petit clin d'œil de ce volet-là de Douglas Adams, qui veut dire que c'est la réponse à tout, donc le nombre 42 comme Unit 42. Donc, on s'est donné comme mission de répondre aux questionnements et aux menaces le plus possible, mais même si on n'a pas toute la réponse, on va essayer de faire tout en notre pouvoir pour l'obtenir. Démarrer avec l'acquisition de Crypsys en 2021. Des fois, ça va lever des flags. Crypsys, c'est quoi? Qui était vraiment une unité de réponse aux incidents focusée à 100%. Et ils sont restés dans cette lignée-là. Donc, on les a intégrés dans notre unité de Threat Intel pour faire vraiment ce volet-là qu'on n'avait pas avant. Ce qui fait qu'avec Unit 42, on traite environ 500 milliards d'événements par jour avec plus de 85 000 clients au niveau des données qu'on reçoit chez Palo. Avec cette base-là, Palo Alto est un petit peu le plus gros, on va dire, data broker ou le plus gros fournisseur au niveau des données en termes de volumétrie. Donc, on a énormément de données qu'on va traiter, qui est gigantesque. Et ce qu'on fait aussi avec des réponses aux incidents, c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui pour en discuter, c'est que cette équipe-là répond à plus de 1300 attaques par année. Donc, on est sur le terrain à répondre à qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit via des retainers ou tout simplement on nous appelle, il y a un ransomware qui est rentré, on arrive. Ce qui fait qu'on a à peu près 2500 clients qui font appel à nous là, via des compagnies de cyberassurance, des cabinets d'avocats quand on a besoin d'intervenir avec cette expertise avancée-là. Donc, petit guillemet pour Unit 42. Vous donnez un petit peu la raison d'être ici et que je parle au nom de quelque chose. Oui, c'est très intéressant. Puis ces affaires-là, justement, ça met en lumière justement cette capacité, cette visibilité-là. Je pense que les gens ne mesurent pas à quel point cette visibilité-là est importante dans l'univers dans lequel on est présentement parce que si on se limite à notre petit réseau, nos petites choses, on n'a pas cette capacité, cette vision-là, dont le Threat Intel, entre autres, que tu mentionnes, mais qui est l'ensemble de ce que c'est aussi et la capacité de réponse associée parce que il n'y a pas tant de compagnies, même de moyenne taille, qui ont la capacité de répondre eux-mêmes. Fait que c'est très important de mettre ça en lumière, là. Ça donne un coup de main d'avoir aussi une équipe qui inclut aussi également des chercheurs. Donc, on peut souvent faire le mapping entre l'attaque qui a lieu, le groupe de ransomware qui est derrière ça, la façon qu'ils opèrent, les types d'outils qu'ils utilisent. Donc, c'est beaucoup d'expertise avancée qu'on peut utiliser. Puis sur le blog de Unit 42, unit42.paloaltonetworks.com, dès qu'il y a quelque chose de nouveau sur un groupe de ransomware qui est suivi ou sur une nouvelle attaque, souvent l'Ukraine est très impliquée ces derniers mois, voire toute l'année passée, on est en surveillance de tout ça avec les groupes russes qui sont très actifs. Donc, on a des rapports de blogs qui sortent relativement souvent ces temps-ci pour ce sujet-là spécifiquement. Ouais, c'est dans l'air du temps, malheureusement ou heureusement, tout dépendant comment on regarde ça. Ce qui a amené justement à ce regard-là d'Unité 42 d'être capable justement de voir ça, puis c'est justement tout l'état du rapport qui est très intéressant sur quels sont les vecteurs et quelles sont les leçons à en tirer. Fait que je vais te laisser commencer à présenter un peu plus les vecteurs associés.
Yes, fait qu'avec le rapport de 2022, ce qu'on a ressorti, on a une analyse de plus de 600 cas de réponse aux incidents que Unit 42 a effectué. Donc, on a concaténé ces informations-là, on a agrégé ça, puis on a un beau petit rapport qui est disponible au public qui va mettre en perspective les 7 problèmes qui ont contribué au succès des attaquants, les 3 vecteurs d'attaque principaux, les 6 catégories de CVE les plus exploitées, les 6 recommandations pour se préparer de manière proactive aux menaces futures et des prévisions d'Unit 42 avec ce qu'ils ont vu en 2022, qu'est-ce qui arrive en 2023 avec certains changements de paradigme, avec certains changements de comportement des principaux groupes de cybermenaces. Donc, pour les enjeux de sécurité les plus rencontrés, donc on parle vraiment de la cause initiale qui ont vraiment mené ou vraiment propulsé une attaque dans une organisation. À 50% des cas, ce qui est gigantesque pour 2022, les organisations avaient une... Et je vais ajouter, après 2 ans de confinement dans lequel on a une adoption accélérée des moyens, justement d'avoir du MFA ou du tout FA qui était accessible, que ça soit encore 50%, c'est franchement décevant. C'est absolument horrible. Puis on parle vraiment de 50% au niveau des différents systèmes qui sont exposés sur Internet. C'est pas 50% avec des systèmes de mission interne. On parle vraiment des courriels corporatifs. On parle des accès VPN à distance ou n'importe quelle solution d'accès distant manquait à ce requis-là ou avait une mauvaise visibilité ou des gaps entre ce qu'on pensait implémenter et ce qu'il était vraiment. Ce qui peut inclure également des comptes break glass avec des mots de passe faibles, ce qui peut inclure des systèmes qu'on dit legacy, donc d'ancienne génération, qui ne permettent pas, qui sont encore en production, puis qui permet à des attaquants de rentrer, puis ça prend juste souvent un compte qui n'est pas MFA auquel l'attaquant a accès pour avoir cette porte d'entrée-là initiale. Donc, juste ça devrait branler un petit peu ébranler un petit peu qu'est-ce qui se passe. La deuxième, 44% des cas donc qu'on est allé sur place, aucun solution EDR. Donc, ce qu'on dit EDR, Endpoint Detection and Response, qui est une solution qui va faire la gestion des incidents, protéger un poste au niveau comportemental, au niveau signature, au niveau avoir une outil centralisé pour cette visibilité-là. Et on n'avait pas ce requis-là de rencontrer pour 44% des entreprises où ce n'était pas pleinement déployé ou pas configuré correctement pour détecter des brèches. Fait que souvent, les attaquants même restaient dans une entreprise pendant longtemps, étaient informés qu'il y avait un problème, mais n'était pas géré. Donc, il y avait du mouvement latéral, il y avait de l'exfiltration pendant même que le EDR est en place. Ben, ça aussi, je trouve ça assez terrible que l'EDR ou même l'XDR, à la limite, l'XDR est la mouture plus récente ou plus complète, si on veut, de ce que c'est. Puis derrière, moi, c'était la première recommandation quand le télétravail ou le confinement est arrivé. Le fait de t'envoyer tout le monde à la maison avec plus de capacité à être physiquement proche des machines, si on n'a pas un EDR dans les mains, on est sans capacité d'intervenir. Là, tu parlais de ne pas réagir aux alertes, mais ça, c'est un autre point plus loin. Mais c'est un autre problème. Mais l'EDR lui-même, sans cet outil-là qui est en maintenant fondamental, autant l'antivirus pouvait l'être des années 90-2000, autant maintenant l'EDR, si on n'en a pas, on n'a pas l'équipement fondamental au niveau des endpoints ou des postes de travail qui permet justement d'arriver avec une protection adéquate. 44%, c'est énorme. Je vais prendre de mon expérience de gestionnaire d'incidents. Ça m'a sauvé la vie à beaucoup de reprises, la présence d'un DR ou le déploiement en urgence d'un DR lors d'un incident, justement pour réussir à colmater les choses. Mais c'est un outil qui est maintenant fondamental. Ça devrait être la norme dans une entreprise depuis au moins 5 ans, on va se le dire. Là, un EDR devrait être présent. XDR est un terme un petit peu plus évolutif, une solution un petit peu plus récente qui va mettre vraiment un Extended Detection and Response. Donc, ça va souvent agréger de l'information d'un pare-feu, de l'Active Directory, des actifs cloud pour ingérer ça puis faire du log stitching, donc patcher là, les différents événements puis générer un incident avec plusieurs alertes de différentes sources. Donc, l'XDR, encore plus intéressant de ce côté-là pour une meilleure posture.
Troisième point, après ça, qui tombe juste en dessous, 28%, puis on se demande encore comment c'est possible, une mauvaise gestion des correctifs et des patchs. Donc, on parle vraiment qu'on n'avait même pas de zero day qui était impliqué, on avait des vulnérabilités qui avaient un certain âge, qui auraient dû être impliquées dans une rotation normale de gestion de correctifs de vulnérabilité et qui n'ont pas fait, ce qui a fait que ça l'a aidé un acteur malicieux dans le point d'accès initial. Ce qui est complètement juste d'automatiser correctement des déploiements et d'être un petit peu vigilant sur les outils de remédiation au niveau des patchs, que ce soit Windows, que ce soit Linux, des services web. On peut plus se permettre aujourd'hui parce que le temps a tellement changé entre le déploiement des CVE, donc les CVE de vie publique. Après 15 minutes en moyenne, c'est le temps qu'on est rendu. 15 minutes, les attaquants commencent à chercher le CVE après qu'il a été annoncé. Oui, c'est complètement fou. Le rapport de force a changé. De toute façon, en ce sens-là, je suis plus genre patch and pray, c'est-à-dire patcher puis espérer que ça crache rien parce que entre les deux, entre vous faire breacher ou avoir un système qui brise parce que la patch a brisé quelque chose. Mais dans un monde virtuel, ces affaires-là, maintenant, on peut refaire des retours arrière faciles. Là, on est dans un autre univers. Je trouve que ne pas patcher, c'est quasiment un crime contre l'humanité. Puis l'autre élément à ça, ça me fait sourire parce que ça souligne ce que j'ai longtemps dit, puis je me ferais peut-être pas nécessairement des amis dans le milieu. On a longtemps prêché le 0D, on s'est énervé, on a fait peur aux gens. Ah, 0D, ça va exploser de partout. Faites juste le ménage standard. Juste le ménage standard va régler le problème. Le 0D ne s'adresse que des compagnies qui sont, ou en tout cas des cibles très spécifiques. Faites juste régler la base avant de commencer à vous énerver puis à vous gesticuler avec les 0D puis ces affaires-là. Puis j'en ai eu pendant des années les gens qui s'énervaient avec ce genre de choses-là. Puis là, mais revenez à la base. Faites juste votre ménage. Arrêtez de vouloir faire quelque chose d'extraordinaire. Faites la base. C'est pas quelque chose qui est complexe, on va dire. C'est imbriqué dans les entreprises depuis des années. On gère des patchs, des correctifs ou des mises à jour Windows, des mises à jour de ci, de ça. Juste avoir une gestion qui est saine, puis qui est bien procédurée, puis qui continue d'être bien suivie, ben ça serait pas 28% qu'on aurait comme vecteur initial là, au niveau des attaques, là, ce qui est un chiffre énorme pour quelque chose qui devrait être relativement classique. En plus, les grandes compagnies dont Microsoft, Apple, Google, n'importe qui, tous les systèmes sont faits maintenant pour niveau endpoint, on s'entend, pour se mettre à jour relativement tout seul et relativement sans douleur maintenant. Donc, si on est dans un contexte où on est, on n'est pas au début des années 2000, il fallait s'acheter des logiciels spécialisés, c'était compliqué, ces choses comme ça. Maintenant, c'est relativement tout intégré, même Adobe, on va te les nommer, ils font tous automatiquement se mettre à jour. Ça se fait tout, c'est intégré. Là, le point, c'est que maintenant, il faut que les gens le désactivent. Ça, on n'est pas genre, faut que je l'active pour le faire. Là, les gens le désactivent parce que, non, arrêtez de désactiver, là. C'est mal. Les téléphones se mettent à jour tout seuls, les Android se mettent à jour tout seul. Ben, les Android, ça dépend les versions. Là. Si ils sont pas trop barrés, les versions pas trop barrées se mettent à jour tout seuls. Les iPhones, la même chose. Les Windows, ça se met à jour tout seul. Il va te dire, t'as une chance de retarder. Après ça, c'est tant pis pour toi, tu y passes au bat. Puis, avec raison, là, on n'est plus dans un univers où on peut se permettre de dire, ah non, ça ne tente pas. Ben oui, il faut que ça te tente, là. Juste les mises à jour de navigateur ou de suite Office, on a l'impression que il me prévient, il y a quelque chose à faire. Ça devrait être un réflexe de, je dis même pas l'offrir à l'usager, de dire je dois me mettre à jour ou d'avoir quelque chose d'efficient pour le faire, parce qu'à ça, c'est trop facile de mettre pause, de dire je défer, j'envoie ça plus tard. On dirait que c'est la facilité pour dire je continue mon travail ou je remets ça. Donc il y a un petit temps de. C'est encore mieux, puis ça, j'aime ça parce que je pense que c'est Chrome qui a dû démarrer ça, puis voici le pun intended, c'est que quand tu redémarres ton navigateur, il se met à jour tout seul. Firefox, Edge, ils font tous maintenant. Fait que c'est juste le redémarrer. Office, c'est la même chose. Tout dépendant, là, en entreprise, là, ils le font pas, là, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais d'un point de vue moins bloqué, mon Office se met à jour puisque j'ai choisi le fast track, là, fait que des fois, c'est pas stable, mais il se met à jour aux 3 jours. Mon Office, c'est toujours 3 jours, ça met à jour tout seul, puis il me le demande même pas. Fait que ça se met à jour en background, ça se fait tout seul. Puis quand je redémarre un peu importe l'application de Office, ben c'est toujours la dernière version qui est démarrée. Tout le temps. Fait que j'ai même plus d'efforts, j'ai pas à me casser la tête, j'ai même plus de reboot. Ça se fait tout seul.
Non, ça devrait être quelque chose qui va être honnêtement streamliné ou être un projet pour être streamliné pour justement puis avoir des gens qui vont manuellement tester des correctifs, tester des choses. Je veux dire, on en est rendu là aujourd'hui que les assets sont tellement faciles à être continuellement maintenus à jour ou détruits, recréés ou les rollbacks, les retours arrière sont tellement faciles, il n'y a plus d'excuses rendues là. Quatrième aspect, on continue dans l'échelle des différents enjeux de sécurité rencontrés. Aucune mitigation pour les attaques de brute force. Qu'est-ce qu'on parle de ça? C'est que 13% des cas, les organisations n'avaient aucun moyen de même pas barrer des comptes ou barrer des informations d'utilisateurs d'être essayées à répétition. On parle, ça peut être avec l'AD ou n'importe quel système exposé sur Internet. Et ça, normalement, je veux dire, je pense que c'est un setting de base dans l'AD, non? C'est plus rendu là. Ouais, c'est un peu étonnant que ces choses-là soient pas actives. Puis même en info nuagique, maintenant, ces systèmes-là sont built-in par les opérateurs. Tout le monde. On s'entend, les gros opérateurs infonuagiques, là, parce que justement, au moment où on enregistre, j'ai fait un commentaire sur LinkedIn, justement, sur les mots de passe, justement, ce genre de choses-là, dans lequel c'est pas tous les opérateurs qui donnent une qualité de protection de cette nature-là. Puis je pourrais me faire remarquer, c'est en certains, on va essayer plusieurs mots de passe, puis on ne se fera jamais bloquer. Quand d'autres sont beaucoup plus rigides maintenant, puis ils vont demander dès que ton se trompe, c'est le deuxième facteur qui embarque, ou ils vont demander, ils vont avoir un courriel pour vérifier, ou il va y avoir des mesures supplémentaires jusqu'à verrouiller le compte. Même en service infonuagique, maintenant, Facebook, s'il ne tolère plus qu'on fasse des essais, il va verrouiller le compte. Il y en a de plus en plus comme ça. Je trouve ça malheureux qu'en organisation, ça ne soit pas encore rendu à ce niveau-là. Même s'il y a eu des efforts de Microsoft, entre autres, tu parles de l'AD, justement, d'imposer des pratiques supérieures aux gens, justement, pour les amener à se protéger davantage ou à réagir ou faire faire de l'authentification adaptée, c'est-à-dire que s'il y a des attaques ou des comportements étranges, de réagir. Justement, puis on parlait des XDR, c'est un peu justement l'objectif du XDR, de corréler plusieurs éléments, dont les éléments d'authentification pour changer puis dire hey, il y a un problème, l'usager, on le désactive, avertir l'équipe de sécurité ou donner la capacité à l'utilisateur dans le cas de FA ou de moyens supplémentaires pour lui permettre de sortir du pétrin s'il est en train de se mettre dans le pétrin. Là, mais les deux, mais dans ce cas-ci, c'est des attaques réussies. Puis ça, bon, bref. Parce que c'est sûr que ça ne spécifie pas quel type de compte. Ça pourrait être des comptes de service, ça pourrait être des différents comptes cachés, ça pourrait être des comptes applicatifs qui roulent sur certains microservices. Il y a énormément large que ça couvre parce que tu as raison de dire, dans les services les plus populaires, puis Office en est un, avec les Teams de ce monde, Google, Facebook, ils ont des services très, très pointus en ce sens-là qu'ils ne donnent pas le choix de ne pas te rechallenger, qui peuvent t'associer à un niveau de risque parce qu'ils ont beaucoup d'informations à leur disposition pour justement prendre cette décision-là. Mais certains services internes ou certains services qu'on utilise maison devraient avoir une protection beaucoup plus, au moins statique du fait que 3-5 essais en moins d'une minute devraient au moins générer un blocage temporaire, un blacklisting quelconque de la source parce que c'est sûr que c'est pas légitime. Fait qu'il y a des comportements qui changeront pas à ce niveau-là, comme les scans sur Internet que tout le monde fait, mais je veux dire, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Là. Et cinquième. Oui, aucun commentaire, juste un silence, c'est le cas. Numéro 5, dans 11% des cas, les agissements du pirate ou les agissements des acteurs malicieux ont été détectés, mais l'organisation a échoué à trouver, à avoir les alertes correctement puis les adresser correctement. Ce qui veut dire qu'un manque de visibilité. Avec à peu près le temps moyen d'un attaquant sur les 600 cas qu'on a analysés, c'est à peu près 24 à 28 jours que l'attaquant est présent dans l'environnement
et qui va le faire des actions à l'intérieur de ça. Fait que c'est 28 jours en moyenne qu'on devrait avoir l'information. Puis même dans le cas justement d'un EDR, XDR, souvent on avait cette information-là, on ne l'a pas adressée. Puis ça donne le temps à l'acteur de trouver un moyen de désactiver l'EDR, trouver un moyen d'élever des privilèges, d'avoir un mapping de l'environnement, puis de s'élever tranquillement parce que il est absolument pas vu pendant qu'il fait ses actions parce que c'est juste un manque de visibilité, c'est pas une question d'outils, là. Vraiment, il y a des gens derrière qui n'ont pas vu les alertes, qui les ont pas traités correctement, qui les ont classés trop rapidement comme un faux positif, ou qui s'est tout simplement tombé dans une boîte courriel jamais répondu, le gars est en vacances. Il y a tellement de causes, ça peut être, mais on l'avait vu, la technologie n'était pas en problème. On n'a pas adressé correctement les alertes qui ont été relevées. Ça, c'est un peu triste parce que quand on a les outils puis on n'a pas ça, mais l'autre, puis on en a parlé un peu en off aussi, c'est aussi des outils qui sont un peu trop bruyants. Puis ça, c'est un autre défi aussi pour les organisations là, de justement calibrer le bon niveau, enlever ce qui est pas bon. Puis ça, tu mentionnais justement qu'un analyste aurait classifié comme un faux positif trop rapidement. Ben, des fois, la fatigue des alertes l'amène à être comme ça, puis de ne pas être capable de regarder. Et c'est là où la différence entre un junior ou un senior en termes d'analyse va influencer parce que le senior va être capable de remettre en contexte, le junior ne sera pas capable. Puis ça demande aussi une espèce de mentoring. Dans mon entourage, je ne vois pas de mentoring pour aider les gens à cheminer et justement à progresser pour être capable d'avoir le sixième sens, cette intuition-là du senior que le junior n'a pas parce qu'il n'a pas développé encore son intuition. Puis justement d'avoir le petit spider sense qui fait « Oh là, ça sent pas bon, on va aller juste creuser parce qu'on se doute qu'il y a peut-être qu'il y a une fuite. » Mais c'est malheureux, puis je crois que c'est un problème de notre domaine de justement pas former assez de relève ou en tout cas de faire du mentoring justement pour amener les gens peut-être à progresser davantage, à se développer le petit spider sense. C'est pas ça se développe là, on sort pas une piqûre d'araignée là, ça se développe ce sixième sens. La fatigue doit opter beaucoup là-dedans parce qu'à force de voir là, justement des alertes quelconques, une tentative, disons, d'élévation de privilèges qui est refusée par un compte de service. OK, bon, c'est peut-être l'application mal codée, mais quelque chose qui devient récurrent, quelque chose qui... Il faut mettre un petit peu une idée derrière la tête que il faut qu'on ait la visibilité puis qu'on soit capable d'assembler différentes alertes en événement, d'où l'intérêt d'un XDR qui fait ça pour nous, qui stitch ça dans le background, puis que mon incident a 131 alertes, puis je peux voir vraiment que il a fait X alerte en reconnaissance, X en escalation, donc en accès de privilèges plus élevé, après ça en diffusion. Donc, j'ai toute cette information-là qui est pour moi, mais il faut que je prenne action. Il peut y avoir différentes choses qu'on peut faire, remédiation. Si on laisse tout en mode, disons, juste détection, il y a encore des environnements qui existent qui sont en détection parce qu'on veut pas, il y a des services critiques sur le serveur, on veut pas bloquer quoi que ce soit, ben, on va voir l'exécution de A à Z de l'attaquant qui fait des actions, mais on n'aura pas la diligence d'y répondre à temps. Ouais, c'est un peu malheureux ça. Puis je pense que les organisations comprennent pas le danger. Puis, oui, on va arrêter la production, oui, mais si on a une attaque, la production qui va t'arrêter, ça va être beaucoup plus dommageable. Je pense qu'ils mesurent pas ce qui arrive. Ça commence à rentrer dans la conscience puisque les attaques sont de plus en plus courantes. Là, dans la dernière année, là, ça a été quand même assez intense, là, la quantité d'attaques un peu partout. Je pense que ça va commencer peut-être à être dans la conscience de ça va coûter moins cher d'arrêter le système, de le corriger puis de l'amener à niveau que de faire face à un arrêt non prévu qui a été causé par un incident de sécurité puis souvent qui est des dommages beaucoup plus grands par la suite. Là. Non, ça, c'est sûr et certain. Donc, 6 sur 7 maintenant. Sécurité des mots de passe. Fallait que tu en discutes un petit peu plus tôt pour qu'on en rejase encore ensemble. 7% des cas. Des politiques de mots de passe faibles ont contribué aux attaquants à amener l'attaque encore plus loin. Qu'est-ce qu'on parle de ça? L'utilisation de mots de passe par défaut, l'utilisation de mots de passe vides ou littéralement blank, donc sans mot de passe. Ceux qui sont facilement, qu'on peut trouver facilement, donc par dictionnaire, étaient trouvés très très rapidement, moins de 30 secondes. Ou facilement brute force, donc on est capable vraiment de le rouler dans un algorithme puis vraiment le détecter rapidement. Donc on est à 7% là, de quelque chose qui normalement devrait être
une orientation qui devrait être assez claire dans les organisations aujourd'hui, mais c'est encore un vecteur dans 7% de 600 cas. On a encore une cinquantaine de cas faciles qui avaient cet outil-là que les attaquants ont juste passé au travers sans avoir à mettre beaucoup d'efforts là-dessus, parce qu'on s'entend que les outils qui permettent de faire ça sont automatisés dans un toolkit. Puis moins de 30 secondes, normalement, c'est réglé. Fait que sur des comptes qui peuvent augmenter les privilèges d'un attaquant, qui peuvent lui donner accès à des outils qu'il ne devrait pas, ou utiliser des API exposés ou n'importe quoi qui ont justement aucun accès, qui ont été couverts, ben c'est un vecteur qui est très important encore aujourd'hui, qui fait partie du top 7. C'est un peu bizarre, ça, que ça soit encore là, cette affaire-là. Surtout des choses vides. On en parle, mais en même temps, les mots de passe, c'est de grand malheur, là, mais c'est peut-être pour ça, généralement, j'invite, là, parce que ces 7%-là auraient pu être reliés avec une bonne gestion de la surface d'attaque, parce qu'à la limite, ces 7%-là, c'est des comptes à privilèges ou qui ont été capables de mener à des privilèges qui sont de cette nature-là. Puis c'est inexcusable. Que ça soit la secrétaire qui n'a pas d'accès, je dis pas, là, mais que ça soit absolument un compte de service ou un compte à haut privilège. Là, ça c'est mal. C'est ça, puis ça il a servi. S'il serait juste là, puis ça sert pas à grand-chose parce que c'est un compte de service qui fait juste une action ou qui a juste un seul privilège pour rouler une application, avoir des ressources, c'est une chose, mais là, c'est vraiment, ça l'a aidé à escalader ou à l'aider à l'attaquant à se diffuser pour être capable d'avoir les privilèges qu'il avait besoin ou d'être capable d'aller chercher les systèmes qu'il avait besoin grâce à ça. Fait que c'est vraiment inexcusable. J'ai pas d'autres mots. C'est bien dit. J'ai rien d'autre à ajouter. Ouais, puis petit in, c'est pour ceux qui admin Windows ou AD, Bloodhound, roulez donc ça, voir un peu pour voir où sont vos comptes dangereux. Et assurez-vous vos comptes dangereux soient justement correctement protégés avec des mots de passe robustes. Dans le cloud aussi. Faut pas oublier que le cloud donne souvent des permissions assez exhaustives. Puis si on s'en va sur un fournisseur infonuagique quelconque, on s'en va voir la liste de permissions et il doit avoir 50, 60 rôles et responsabilités de base, puis créer des différents accès pour différentes choses. Souvent, c'est beaucoup trop large qui est donné. Donc, s'assurer également qu'au niveau des permissions, au niveau des services infonuagiques, vous avez cette même visibilité-là, vous avez cette même proactivité-là qu'on aurait sur une infrastructure qui est sur site physique ou même classique, là, comme on pourrait dire. Oui, absolument. Puis tant qu'à parler de l'infonuagique, c'est justement un petit rappel que on va prendre les 3 grands opérateurs majeurs ont des stratégies de gestion des identités qui n'est pas pareilles et qu'il faut vraiment s'adapter à la façon de chacun, puis les réflexes qu'on a avec un ne peuvent pas être faits dans l'autre au risque de s'exposer inutilement parce que le IAM de AWS, c'est pas comme l'Azure AD du côté d'Azure. Ça ne réagit pas de la même façon, c'est pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes idées. Fait qu'il faut faire très attention comment on fait. Il faut pas présumer. C'est peut-être là le danger de ces éléments-là. On va présumer des choses puis on va se faire bouffer tout rond. Exact. C'est facile de laisser aller. On arrive dans le cloud, on commence à créer des machines, à faire rouler des choses. C'est facile de se retrouver un petit peu empêtré du nombre de users, d'utilisateurs qui sont créés, de permissions qui sont octroyées, puis on arrive à la fin de ça avec une immense quantité de comptes et de responsabilités, puis on ne sait même plus à quoi ils servent. C'est d'empêcher ce spaghetti-là d'arriver en premier lieu, puis d'avoir une stratégie claire là, de qu'est-ce qu'on doit octroyer, puis à qui, comment, pourquoi, puis garder ça à jour. Ça va être une grosse complication avec l'évolution vers le cloud, ça c'est sûr et certain. Et on termine avec notre 7e, qui est les mauvaises configurations. Donc, dans 7% des cas, les mauvaises configurations d'un système ont contribué à l'incident, soit encore une fois à la diffusion, à l'élévation, que ce soit des infrastructures sur site ou infonuagiques. Et ça, c'est des erreurs de configuration que les administrateurs des solutions ont fait et non des configurations, disons, d'un cloud ou d'un système. Fait qu'on parle vraiment pour qu'une vulnérabilité a été utilisée, vraiment que le système a permis de le faire, puis c'était vraiment une configuration usagée qui a mené à ça. Donc, encore une fois, une cinquantaine de cas dont ça est un facteur aggravant pour une config qui devrait seulement suivre des guides de best practice, puis on devrait tout simplement être à l'affût de qu'est-ce qui devrait être respecté en termes de différentes configurations des équipements, que ce soit un équipement de sécurité, un service web ou n'importe quoi. Ça reste encore un enjeu, donc
de se relancer peut-être dans un petit audit de début d'année pour voir un peu où se trouve notre posture ou de regarder vraiment, d'impliquer les différentes fournisseurs de solutions, de dire j'ai besoin de best practice, j'ai besoin des meilleures pratiques de l'industrie sur mon système A, B, C. Ben, on est peut-être rendu à un point que c'est nécessaire d'avoir cet avis-là pour démarrer des choses, démarrer des questionnements. Oui, de redémarrer les choses, puis c'est très important. On le voit plus c'est d'ailleurs plus dommageable en infonologique que sur site d'ailleurs. C'est ce glissement ou cette dérive des configurations. Qui justement, on fait une configuration qui est pristine, qui est gold, là, celle qui est vraiment qu'on peut considérer sécuritaire. Et celle-ci va avec le temps se transformer là, au gré des choses. Donc, surveiller justement ce glissement-là. Et en infonologique, c'est d'autant plus grave parce que ce glissement-là, il n'est généralement pas perceptible, puis on se retrouve avec des problèmes puis des éléments non maîtrisés qu'on ne sait pas. Puis la surface d'attaque en infonologique, elle est franchement très grande et on ne peut plus, puis justement, c'est là il y a pas aussi pas beaucoup d'excuses parce que quand on va faire du infrastructure as a code, quand on va déployer des structures plus robustes, justement, c'est gouvernance as a code aussi, qu'on est rendu dans des contextes où maintenant tout est automatisé, que tout, justement, glissement peut être intercepté très rapidement. C'est beaucoup plus impardonnable en infonologique que sur site. Sur site, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'efforts, mais encore là, justement, de surveiller nos configurations, s'assurer l'état de l'art, son respect. Tu parlais des guides, des meilleures pratiques. Oui, il y en a. Les fabricants en donnent tous parce qu'ils veulent pas que leurs produits se retrouvent dans les médias parce que leurs clients ont fait des erreurs. Fait que c'est sûr qu'ils vont en avoir. Suivez-les. Prendre dans les meilleurs. Puis ensuite, il y a des benchmarks comme le CIS, par exemple, ou plein d'autres benchmarks aussi, qui peuvent être très intéressants, qui amènent justement cette réflexion-là et qui nous évitent d'aller dans la misconfiguration, qui nous évite d'aller là, mais il faut quand même faire l'effort, comme tu mentionnes, un audit de début d'année, un petit ménage de printemps, un petit champ, tu sais, c'est le temps de faire les choses, ben, c'est effectivement un moment très important de faire une révision des configurations, voir s'ils sont encore alignés avec les besoins de sécurité qui ont été faits. Puis c'est aussi, puis le dernier point là-dessus, c'est justement qu'on fait des petits changements. On ne maîtrise plus, parce qu'on a des besoins opérationnels et ces petits changements-là accumulés vont justement amener à un problème de sécurité plus tard on ne peut peut-être pas voir. Fait que c'est toujours de voir justement prendre le pas de recul nécessaire puis justement de rebrasser les idées puis savoir où les choses en sont. Exact, parce qu'on est rendu tellement avec un nombre d'outils, d'outils différents pour des besoins différents. Je pense qu'on a eu une augmentation de 10 à 15% du nombre d'outils de sécurité qu'on a dans une organisation de 2021-2022. Je pense qu'on a passé de 67 à 74 en moyenne. Donc, un nouveau besoin, un nouvel outil, souvent le cas. Fait que quand on intègre un outil pour faire X trucs, un autre outil pour faire X trucs, puis qu'on greffe des différentes des modes, on graffe des API, on graffe des fonctionnalités, mais tout ça vient s'ajouter à la complexité d'un produit qui peut être rendu là avec différentes vulnérabilités sur différentes de ses composantes qu'on ne verra pas dans un tout. Absolument. Ça fait le tour de des sept éléments. Là, il y a d'autres choses, d'autres choses crunchy dans le rapport. Là. Ça, c'est sûr et certain qu'on peut en visiter dépendamment combien on a de temps, mais je préfère un petit principal point à retenir sur les types d'incidents qu'on a vu le plus en 2022, donc sur les 600 cas d'IR qu'on a eu. Rançon logiciel à 36% des cas au niveau des réponses aux incidents. Donc, c'est encore un cas majeur qui est une plaie, on va dire, avec l'augmentation des rançons. On est rendu aussi avec un pourcentage plus élevé des acteurs des rançons logiciels qui ne redonnent pas les clés de décryption. Fait que ce pourcentage-là augmente tranquillement, pas vite. Ce qui devrait inquiéter parce que c'est plus rendu une option souvent valable de commencer à négocier puis de voir où c'est qu'on peut aller en termes d'extorsion parce que ce pourcentage-là continue tranquillement à descendre en termes qu'on va vraiment retourner avec les données, où il va y avoir une vente qui va être faite sur le dark web pareil, parce que c'est souvent de la double extraction puis personne ne fait de la simple. Donc, on encrypte et on vole. Puis après ça, j'ai toujours les données avec moi. Fait que rien m'empêche 6 mois après de vendre ça par en arrière, même si l'acteur, l'organisation n'a pas payé ou qu'elle a payé, mais je garde quand même cette donnée-là comme un petit peu en otage.
Et j'ai aussi la compromission au niveau des courriels corporatifs à 34%. Tout ce qui est phishing, spear phishing, smishing, donc du phishing par SMS. Tout ça est encore excessivement d'actualité. Le courriel est encore un vecteur excessivement important actuellement. Donc, juste avec ces deux-là, on est à 70% au niveau des cas traités. Et le reste, c'est de façon un petit peu plus négligeable de l'intrusion par le réseau. Donc, on a vraiment utilisé une vulnérabilité pour s'introduire dans le réseau, fait, sans impliquer un usager. Les insider threats, parce que certains groupes, insider threat, on parle d'un employé qui soit mécontent ou juste un petit peu avide de faire un petit 5$ de plus à cause de l'inflation, est très content de vous donner ses combinaisons d'utilisateurs mot de passe, ses accès, son token MFA pour un certain montant. Et par la suite, certains groupes de ransomware vont pouvoir rentrer dans l'environnement, extraire des données, prendre le client en otage dû au fait qu'on avait un employé qui a servi de vecteur pour rentrer dans notre organisation, qui est quand même 5%, c'est pas négligeable pour quelqu'un qu'on pourrait garder à l'intérieur ou peut-être avoir une formation un petit peu plus poussée sur les cybersécurité ou avoir des suites DLP, donc de la protection d'exfiltration de données au cas où ces genres d'informations-là devraient rester dans le périmètre de sécurité d'une organisation, mais est sorti de toute façon via un autre moyen. Ouais, c'est là que les XDR deviennent importants aussi. C'est pas le DLP, les XDR aussi, qui vont vérifier justement les changements de comportement des personnes. Là, on est dans le petit volet parano, là, c'est sûr qu'on peut pas nécessairement faire confiance à nos employés, c'est malheureux. Mais dans la mesure où les réseaux sont bien designés avec une conscience en zéro trust, par exemple, qui est le thème parapluie pour beaucoup de choses, on vient justement empêcher, parce que ça, on va juste avoir l'accès à ce qu'ils ont censé avoir de besoin. Donc, on réduit énormément notre exposition puis nos risques, justement, dans un cas d'un employé qui est plus malheureux, là. Exact. C'est aussi avec le contexte économique actuel, ça se peut que ça devienne plus important en 2023 encore, dû au fait que la part du gain est quand même toujours là. On avait également un petit peu plus loin de l'extorsion sans encryption, donc vraiment des vols de données sans faire l'utilisation d'un rançon logiciel pour encrypter. Donc vraiment, l'attaquant va sortir les données tranquillement, pas vite. On a vu des sortes de vols de données assez incroyables sur des différents protocoles, incluant DNS. Donc, on peut utiliser DNS pour faire de l'exfiltration de données tranquillement par petit peu. Puis dû au fait que le temps moyen qu'un attaquant passe dans l'environnement en 2022 est évalué à 28 jours à peu près. En 28 jours, moyennement, dans un environnement, on a le temps d'en trouver des choses. Et donc, on est capable de menacer par la suite l'organisation de mettre les données au public, que ce soit des données médicales, que ce soit des données financières. C'est les deux secteurs souvent qui sont les plus sollicités par ces genres de vols-là pour être capable d'avoir une rançon. Ouais, c'est ça, ils s'attaquent aux clients. On l'a vu, soit ils vont même en double extorsion. Là, ça, c'est la simple extorsion. Ils vont en double extorsion. Il y a un chiffre. Tu payes pour les déchiffrer, mais tu payes aussi pour pas qu'ils diffusent. Fait que où ils vont littéralement contacter les clients qui ont été touchés, tout ça. Fait que c'est vraiment des rapaces assez sévères, là. Et les groupes de ransomware as a service font juste évoluer dans ce sens-là parce que les outils deviennent de plus en plus automatisés. Les acteurs malicieux sont de moins en moins qualifiés en 2022. Là. C'est vraiment les toolkits pour une fois qu'on est introduit, le ransomware qui me fournit ma propre clé. J'ai un service qui me coûte 50, 100, 200 pièces par mois à utiliser. Puis la plupart des groupes offrent des commissions. Fait que les ransomware, comme disons Black Cat, Alvé, c'est 80-90% de commission qui va au ce qu'ils appellent un partenaire. Je ne sais pas dans quel contexte on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment l'acteur malicieux en tant que tel, mais les personnes qui développent le produit, le ransomware, les différents outils pour communiquer entre l'attaquant et l'organisation, ils ont juste 10 à 20% de revenus sur tout ça, alors que les attaquants ont un immense bénéfice. Donc, ça rend la chose beaucoup plus intéressante de se lancer là-dedans avec ces genres de montants-là. En plus, si on est capable de justement faire de la double extorsion, d'être capable de se faire payer littéralement 2 fois. Là. Oui.
Salaud. Son salaud. Ah, les méchants. Pour le reste les différentes des types d'incidents qu'on a eu à traiter, on a eu des investigations qui ont mené à des découvertes, donc l'exposure, des investigations PCI qui ont mené, qui étaient en fait des incidents liés à des attaques, des compromissions d'applications web. On pense que ce serait vraiment important, compromission d'applications web, 1%. 1% sur 600 cas, ce qui est très, très peu. Des incidents qui ont été faits par coup avec du forensique par la suite, qu'on a découvert qu'il y avait quelqu'un qui avait passé du fait qu'il y avait eu des recherches avancées. Mais c'est assez. 1% compromission des applications web, 70% ransomware et compromission par courriel. L'effort devrait être mis en conséquence, on va dire, pour 2023, ça c'est certain. Ouais, le courriel, c'est malheureusement le vecteur là, le plus utilisé. Là. Mais c'est ça, puis justement, en parlant de vecteurs, on va basculer sur justement l'autre volet des vecteurs les plus importants qui mènent justement à ce genre dont on parle. C'est toutes des données, c'est toutes des choses qui se croisent, mais c'est important de comprendre que les vecteurs sont pas tout à fait la même chose que ces éléments-là. Oui, effectivement. Fait que pour ce qu'on a discuté, c'est vraiment les types d'incidents notés du point de vue de Unit 42, bien sûr, mais on avait les vecteurs d'attaque, donc vraiment l'attaque en tant que telle qui a été utilisée pour rentrer dans les organisations. 37% de ça, phishing. Donc, on reste encore le business, les courriels corporatifs restent encore un outil excessivement utilisé, peu vérifié. Donc, phishing, 37% des cas. Les vulnérabilités logicielles, donc on revient à nos gestions de patch, on revient à nos gestions de vulnérabilité, 31% que ce vecteur-là a été utilisé. 9% dans des attaques de brute force. Donc, avec ces trois vecteurs-là, on a 77% de tous les cas traités. Donc, c'est assez gigantesque. Les restes, on va avoir 6% des courriels qui ont déjà été compromis précédemment dans une ancienne attaque. Donc, on peut réutiliser certaines informations d'utilisateurs et mots de passe. On peut réutiliser certaines informations qui ont été déjà diffusées sur des plateformes sur le dark web pour avoir des informations sur l'organisation qui n'ont pas été corrigées ou changées. Fait que c'est vraiment un double dip de la sécurité pour celui-là. 5% de notre acteur malicieux interne, donc notre personne qui va être payée pour donner son token ou bien non, ses informations d'administrateur. 5% de social engineering. Donc, très, très bas. On voit qu'au moins, si les gens ont tendance à faire un petit peu moins confiance si on se fait appeler directement ou qu'on a des choses trop génériques qui viennent à la porte de nos... ouais, je pense que c'est important puisque la portée du rapport est très entreprise. Je pense qu'effectivement, en entreprise, c'est pas une avenue très utilisée. Cependant, grand public, c'est très utilisé. Là, il parlait je pense que c'est du pig butchering, là, c'est-à-dire que les stratégies, mais qui sont énormément basées sur le social engineering et d'amener les gens à mettre de l'argent sur une plateforme qui disparaît. C'est plus dans ce secteur-là, mais effectivement, en entreprise, j'en vois très peu parce que en même temps, on dit oui, il faut préparer les gens, tout ça. Mais c'est pas le vecteur le plus impressionnant, disons, en entreprise pour les attaques, là. Non, vraiment pas. On est vraiment dans les petites tranches restantes, là, mais on voit que le phishing fonctionne tellement bien, puis les vulnérabilités avec des outils automatisés. Pourquoi je devrais, disons, me mettre au devant, puis commencer à faire étudier l'entreprise, étudier les gens à l'intérieur, puis commencer à faire des appels ou vraiment utiliser certains outils pour comme amener la personne si j'ai tellement de choses plus faciles à faire avant. Donc, moins d'importance à ce niveau-là. Et on termine un petit peu avec l'abus de relations, que ce soit avec du personnel ou des outils qui donnent un petit peu trop de visibilité. Donc, ça pourrait être un partenaire d'affaires qui appelle puis qui demande quelque chose, ou ça pourrait être un outil qu'on fait trop confiance puis qui a trop de visibilité sur notre environnement. Donc, très, très peu de cas, 4%, mais... Ouais, mais c'est quand même présent aussi. Mais c'est ça dans les choses. Puis ça, c'est vraiment très intéressant parce que il existe, parce que de toute façon, si tu veux le phishing ou si on règle le phishing, ça va redescendre, ça va couler sur les autres parce que
C'est comme ça que ça fonctionne. On en règle un, on va déplacer la facilité ailleurs. Exact. C'est le moindre effort est souvent le côté gagnant. Puis dans ce cas-là, les vulnérabilités software sont tellement intéressantes. Pour faire un petit round-up rapide de 2022, qu'est-ce qu'on a vu en termes de vulnérabilité exploitée? 55% des cas, Proxy Shell. Très, très populaire en 2022. PowerShell est tellement présent partout dans les environnements. Peu pas observé. C'est beaucoup d'efforts aussi pour chez Palo Alto pour faire des modèles, disons, via machine learning pour identifier des patterns parce que tout ce qui est PowerShell est excessivement populaire et devient un des CVE sur ce protocole-là. Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Donc, Proxy Shell a été vraiment un vecteur, une catégorie de CVE très, très utilisée. Log4j à 14%. Donc, on le voit encore, c'est pas tout à fait éradiqué. Il y a encore des systèmes qui sont exploitables et que Log4j est effectif, que ce soit une de ses variantes et même des fois l'original. For some reason, il y en a qui sont toujours utilisés. On va avoir 7% qui étaient des CVE liés à la technologie SonicWall, donc des CVE qui étaient exploitables sur les technologies de sécurité de SonicWall qui peuvent se retrouver au périmètre d'une organisation pour sécuriser différentes parties. Proxy Logon à 5%, donc on est un petit peu plus sur des technologies qui sont plus niche, mais on avait quand même beaucoup de CVE sur Proxy Logon cette année, et même juste après Zoho Manage Engine, qui a eu son lot de vulnérabilités pour ses services qu'on a vu très souvent. Et sur la tranche restante, 3%, Fortinet. Donc, Fortinet a eu quelques lots de vulnérabilités critiques cette année qui ont été quand même assez violentes, surtout sur des services comme les services d'accès distant. Donc, il a fallu aux équipes techniques pas mal de travail pour être capable de remédier à beaucoup de leurs enjeux. Mais de ce côté-là, ces 6 catégories-là, de notre côté, c'est 87% des cas qu'on a vus. Donc, l'ensemble de ces 6 catégories de CVE-là. Ouais, puis c'est bien malheureux parce que ça revient à dire que les gens n'ont pas corrigé les vulnérabilités associées. Donc, on se ramasse avec ces éléments-là qui sont quand même très importants, mais qui auraient pu être réglés soit par des mesures de mitigation, soit par justement l'application de correctifs littéralement, là. Non, exact. Puis Log4j, on s'entend que ça a tellement fait du bruit qu'on s'entend que ça a dû être normalement sur une priorité quelconque à un certain moment donné, mais que encore une fois, il y a peut-être eu des oublis à des places, puis c'est ce que souvent, cette vulnérabilité-là est tellement exploitable à un point que c'est un outil qui le fait, puis ça me donne tous les privilèges que j'ai besoin, puis je suis en situation de voir l'environnement au complet, disons, dans tout ce qui s'est passé avec SolarWinds, dans plein de choses, sur les services Linux, on s'entend que c'est un must d'avoir ça de corrigé. Au moins pour aujourd'hui, puisque 2022 a prouvé que c'est encore exploité. Beaucoup. Effectivement. Puis on doit avoir plein de bidules qu'on n'a pas conscience qui existent avec ces vulnérabilités-là. On va glisser sur les 6 points pour protéger votre organisation. Vous avez quand même sorti des éléments positifs, pas juste le négatif de tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer notre sort. Exact. Ça vient un petit peu avec des recommandations du fait que c'est bien de dénoter qu'est-ce qu'on a vu dans les différents types d'environnements avec l'équipe de réponse aux incidents, mais un petit peu qu'est-ce qu'on voit comme piste d'amélioration pour des quick wins, puis vraiment des choses que les organisations devraient se focusser, du moins pour 2023. Donc, premier point clé, organiser des formations sur la prévention du phishing et la sécurité des employés et des sous-traitants. Donc, c'est quelque chose souvent qui passe sous le radar, puis que des gens devraient avoir conscience un petit peu de la valeur de leurs données d'identité et de comment aborder un courriel ou quelque chose qui avoir une pensée critique. Donc, ça a été dénoté que phishing est tellement encore un immense outil avec le courriel qu'on ne peut pas passer par le volet formation. Ça devient encore plus nécessaire. Deuxième, désactiver tout accès RDP externe direct à l'environnement. Parce que oui, c'était une utilisation qui a été faite excessivement fréquemment pour pénétrer dans un environnement, que ce soit les technologies classiques, l'accès à distance directement exposé.
Et si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à notre aussi rapport sur la surface d'attaque de 2022, parce que chez Palo Alto, on a des suites d'outils pour mapper la surface d'attaque, donc vraiment voir le périmètre de sécurité d'une organisation sur tous ses actifs qui sont présents du point de vue d'un attaquant. Un problème sur 4, 25% de ce qu'on trouve quand on mappe un périmètre d'organisation, c'est des serveurs RDP exposés sur Internet. Ça, il y en a même qui n'ont pas d'encryption. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est mal, mais c'est mal depuis longtemps. C'est déjà, à l'intérieur de l'entreprise, c'est déjà un défi parce que ça a un certain nombre d'enjeux de sécurité d'avoir ça en place, puis il faut quand même déployer. C'est pas simple. Ben, je sais plus maintenant. La dernière fois que j'avais eu à toucher à ça, ça fait 2-3 ans. Vraiment d'avoir à sécuriser ça, puis c'est pas le fun, mais faut sécuriser parce que sinon, ça devient si l'attaquant rentre. Mais là, l'attaquant n'est même pas rentré. Fait que là, il est exposé. Mais en même temps, quand j'en parle, j'ai entendu des gens qui voulaient monter des VM en info nuagique avec le RDP exposé. Puis sachez que les plages d'IP des fournisseurs infonuagiques sont largement connus. Et connus au point, sont scannés beaucoup. Fait que si vous le levez, ça va prendre probablement même moins de 15 minutes avant que vous soyez repéré et que la horde va se ruer sur vous. C'est même pas quelque chose qu'ils ont besoin de regarder. C'est scanner automatiquement le volet dynamique du cloud est à double tranchant parce qu'on peut créer des choses tellement rapidement qu'ils sont trouvés excessivement rapidement aussi par des outils tout aussi dynamiques. Donc, et oui. Troisième point, corriger les systèmes exposés à Internet aussi rapidement que possible. Dû au fait que les temps de correctifs, les systèmes qui sont pas mis à jour mais exposés sur Internet et ont été un vecteur important en 2022, on recommande d'avoir ces actifs-là surveillés puis de garder un rythme d'évolution puis de mise à jour le plus fréquent sur tout ce qui est vis-à-vis Internet. Comme on le dit, avec les outils très faciles à utiliser, les rootkits, les ransomware as a service qui peuvent permettre de laisser un actif web qui peut être critique pour l'organisation, que ce soit son site web de mission ou n'importe quel système d'entrée comme un système VPN, pas mis à jour sur un service Internet. On peut pas se le permettre. Eh boy. Numéro 4, parce que oui, on a jasé MFA, implémenter l'authentification MFA avec des politiques de contrôle et de sécurité pour tous les utilisateurs. Puis là, on va mettre tout T majuscule, souligné, gras, italique, avec surligné le besoin là est qu'il y a un compte qui n'est pas sécurisé va devenir une potentielle porte d'entrée pour un attaquant. Et de ne pas avoir de MFA en 2023, on va se donner une chance, on démarre, on est le 3, mais le fait que c'est encore sur 600 incidents, comme on le disait tantôt, un vecteur important. Là, 50% des cas que l'organisation n'avait pas d'MFA, fait que c'est 300 cas qu'on arrive puis qu'un MFA aurait réglé le problème d'or et d'emblée. C'est tellement rendu intégré à tous les outils qu'on voit partout. Prière de faire ça sur votre petite liste avec votre café le matin. Ça va être grandement récompensé pour souvent. Il y en a qui se rebutent aussi à dire « Ah ben là, mes usagers vont devoir peser sur un autre Python ou vont devoir faire ci. » Oui, c'est normal, mais entre la convivialité et la sécurité, maintenant, il y a un niveau de risque puis une gestion de risque qui doit se faire. Puis présentement, à voir comment c'est encore peu implémenté, on se doit de faire le travail. Là. C'est 50% des incidents qui auraient été corrigés par ce seul point-là. C'est quand même un gros niveau. Fait que ça, c'est un cas facile. J'ai eu des cas c'était compliqué de déployer, mais dans l'absolu, il faut que l'organisation choisisse puis arrête. Tous les utilisateurs vont toujours être mécontents. Je suis d'accord, là, mais ça sauve tellement de problèmes a posteriori de déployer ça que ça vaut le coup, là. Exact. Puis on a un cas qu'on a traité que l'organisation pensait qu'il avait mis du MFA sur absolument tous ses services, mais il y avait un seul administrateur qui avait une exception sur un service VPN SSL qui était Legacy, qui demandait pas du MFA pour gérer des systèmes d'ancienne génération. Puis c'est par là qu'il est passé. Parce que c'est tout ce que ça prend. Ça prend juste un compte, un système, n'importe quoi qui est exposé va être testé, ils vont tenter de
de passer par là. Il faut qu'on colmate à 100%, le 99%, c'est le 1% qu'on va avoir à gérer qui va être l'incident en tant que tel. 5. Exiger que toutes les vérifications de paiement aient lieu en dehors des courriels. Comme le phishing montre encore qu'il est très utile à créer un sentiment d'urgence, à créer un petit peu, même avec du spear phishing, c'est un partenaire ou c'est un client ou c'est un fournisseur qui envoie le courriel avec des faux domaines, mais très bien fait. On est rendu à un point, on est chanceux au Québec parce que en français, c'est beaucoup plus dur pour des outils automatisés d'avoir un bon wording, mais ça s'en vient quand même très. C'est en train de changer, là. Les derniers que j'ai vus passer commencent à être convaincants. Puis avec ChatGPT, la marche entre un phishing convaincant et pas, elle est plus très grande, même pour les gens qui ne parlent pas le français, là. Non, c'est épouvantable. Puis de faire ces vérifications-là en dehors du courriel, donc vraiment d'utiliser un outil, d'avoir une billetterie, de faire des validations externes en dehors du courriel, qui est justement cet outil-là excessivement utilisé, c'est une recommandation pour se dire que faut second-guesser, donc faut se poser la question. Et la petite dernière pour la route, envisager un service de détection des informations d'identification et des violations ou une gestion de la surface d'attaque. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout ce qui est DLP, donc pour les exfiltrations de données, détecter des données qui sont des numéros de carte de crédit, des informations d'utilisateurs, des mots de passe. Donc, il y a des suites de solutions qui peuvent être mises en place pour justement voir ces données-là puis les empêcher de quitter le périmètre d'une organisation. Et une gestion de la surface d'attaque, c'est comme on discutait un petit peu avant, comme chez Palo, on utilise pour justement établir une vision du point de vue d'un attaquant, qu'est-ce que sont nos actifs pour une entreprise, que ce soit dans le Darknet, que ce soit j'ai du code propriétaire à telle place ou j'ai une VM qui roule sur mon domaine à une autre place que je savais pas. Et je vous avertis, on trouve absolument tout le temps des choses. Ça en est effrayant. Donc, parce que souvent le premier point de départ pour un projet Zero Trust, c'est avoir un inventaire de tout ce qu'on possède. Puis ça, aujourd'hui, c'est excessivement complexe avec les environnements dynamiques. Donc, un outil de gestion de la surface d'attaque devient nécessaire pour vraiment se doter cette première pierre-là pour démarrer, on va dire, une visibilité plus complète de ce qu'on a. De toute façon, c'est essentiel. Si on veut se protéger, il faut savoir qu'est-ce qu'on protège. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'on protège, on n'est pas bien outillé. Fait que c'est déjà l'élément de base, puis c'est très difficile. Puis des outils spécialisés deviennent naturellement très facilitants sur ce genre de choses-là. On va terminer avec les 5 prédictions, justement, qui ont été faites aussi, parce que ça va quand même guider nos énergies pour les années à venir. Là. Pas cette année, mais les années à venir, parce que ça va quand même moduler les choses. Fait que je vais... Yes. Prédiction numéro 1, la fenêtre d'application des correctifs va continuer de diminuer. Donc, on le voit, les attaquants utilisent de plus en plus des zero day, très, très médiatisés, très présents dans les nouvelles, qui vont faire qu'il y a excessivement de dégâts qui sont faits avec une seule vulnérabilité, un seul système, un seul manufacturier. Et notre rapport a indiqué que les attaquants commencent à scanner les vulnérabilités à peine 15 minutes après l'annonce d'un CVE. Donc, 15 minutes après que le manufacturier a créé un CVE avec un ID unique pour dire que, bon, on a vraiment une vulnérabilité, c'est 15 minutes de période de grâce qu'on a avant que tout ça se passe et ça va encore diminuer. Donc, c'est la prédiction. La gestion de correctifs, la gestion des vulnérabilités va devenir excessivement critique dans les années à venir. C'est certain. Numéro 2, les acteurs malicieux non qualifiés sont en augmentation. Quand on parle de faciliter les attaques automatisées, des services automatisés, donc du ransomware as a service qui te fournissent un beau service SaaS avec je veux attaquer tel, je veux ma clé de chiffrement, je veux ci, je veux ça. Ben, les gens qui ne maîtrisent que les bases vont être capables de recourir à ces versions d'attaque simple puis d'utiliser les toolkits une fois qu'ils sont rendus dans l'environnement, ce qui fait que ce n'est plus vraiment le gros attaquant qui développe tout lui-même. On est rendu dans des plateformes qui développent ça pour eux autres et qui vont donner des commissions à ces gens-là qui ont une base en informatique tout au plus. Ouais, puis faut se rappeler que les évolutions comme le low-code, no-code, vont descendre dans les milieux malveillants. Là, on tripe beaucoup avec les affaires de cette nature-là pour les utilisateurs en
l'entreprise, sont tout contents, sont tout excités. Les malveillants aussi le sont. Sauf qu'eux ont un rapport direct à l'argent, puis justement, c'est pas des commissions. Ben, plus ils facilitent leur outil, plus de gens les utilisent, plus ils ont de revenus. Les autres, c'est très direct, c'est très immédiat. Fait qu'il y a les autres n'ont pas de grande réflexion philosophique. Ils déploient tout ce qui est le plus rapide et ce qui est le plus rentable pour leur chose. Et le plus facile est toujours le plus rentable pour eux autres. Exact. Puis les groupes de ransomware sont souvent sous un petit peu une barrière parce qu'ils développent du code. C'est souvent, il y en a même que dans ces organisations-là, ils savent même pas qu'ils travaillent pour un ransomware. Ils pensent qu'ils sont sur une boîte de développement, etc. Mais plus haut, ce qui se passe, c'est que ils ont des gens qui achètent ces services-là puis qui ont des commissions gigantesques, mais eux autres ont très, très peu de risques à continuer à développer et à faire ça. Pour certains, c'est des compagnies légitimes puis ils sont même pas au courant qu'ils font ça. Fait que, rendu à ce niveau-là, c'est excessivement dangereux. Prédiction numéro 3. Les modifications apportées à la crypto-monnaie pourraient entraîner une augmentation des compromissions via courriel et web. Donc, présentement, il y a quand même un gros avantage à la crypto-monnaie qui contribue un petit peu à tout ce qui est lucratif. C'est qu'on a un anonymat qui est relatif au niveau de la crypto-monnaie. Donc, on peut faire des paiements à ça. Il va y avoir des services pour comme envoyer ça à des wallets différents, faire du tumbling, etc., etc. Mais maintenant, les changements qui vont avoir lieu dans la disponibilité ou bien non la législation qui va entourer la crypto-monnaie vont probablement voir les acteurs malicieux revenir aux méthodes classiques basées sur l'argent. Donc, vraiment, ce qu'on voyait avec des transferts monétaires frauduleux ou d'autres types de services hors crypto-monnaie, en voyant l'évolution justement de ce type de paiement-là qui vont tranquillement, pas vite, voir un petit peu comment les différents États s'en viennent au niveau de la législation, diminuer en popularité dans le futur. Numéro 4. Le climat économique difficile pourrait inciter davantage de personnes à tirer parti de la cybercriminalité. On l'a vu avec justement les gens qui ont des attaques automatisées avec très peu de base, c'est qu'on peut faire de l'argent très rapidement, très facilement et avec une expertise relativement limitée. Donc, si les conditions économiques mondiales se détériorent encore, davantage de personnes vont pouvoir voir ça comme une incitation à aller se faire de l'argent rapidement avec justement un niveau de risque très bas. Puis certains groupes sont connus pour proposer de l'argent à des employés qui sont prêts à remettre des informations d'identification ou les aider à pénétrer dans leur entreprise. Donc même là, sans que moi j'aie à toucher à quoi que ce soit, je peux justement trouver un moyen d'envoyer mes différents noms d'utilisateurs, mots de passe, jetons de clé MFA. Je me fais payer et j'ai zéro risque. Puis si on me trouve, non, ça s'est fait voler. Donc, le climat économique ne va pas aider pour les années à venir de ce qu'on peut voir tranquillement pas vite. Non, puis c'est ça. Puis ce volet est important parce que historiquement, les pays où il y avait des problèmes économiques, on va dire, justement, c'est ceux où il y avait la plus grande prolifération de hackers, de malveillants. Puis ça, on le voit, c'est comme la Russie, par exemple, la Chine ou ces pays-là où il y avait une pauvreté qui était très grande, justement, amenait ce genre de contexte-là. Donc, si ça devient généralisé par une crise économique, le monde n'est pas fou, tout le monde va se garrocher sur ce genre de choses-là aussi. Là. Il y avait eu un reportage aussi à Radio-Canada, ça fait quelques mois de tout ça, du pirate de Gatineau, mais justement, c'était des 30 jusqu'à 30 millions en moins d'un an. Je veux dire, c'est très lucratif. Là. Il y avait une partie de mettre là-dedans, mais ça, je ne l'ai pas regardé, ce bout-là. Dernière prédiction, les incidents à motivation politique vont voir une augmentation. La raison de tout ça, les politiques au niveau du monde sont de plus en plus comme intensifiés dans le monde entier. Donc, on voit qu'il va y avoir vraiment une augmentation au niveau du activisme. Donc, vraiment, des gens qui vont vouloir avoir une motivation politique derrière une attaque. Et la cybercriminalité à motivation politique. Donc, on parle du state, nation ou n'importe quoi qui est motivé. Donc, des groupes de pirates qui sont payés par un État pour aller faire des dégâts. On le voit présentement avec la Russie, l'Ukraine. Il y a beaucoup de groupes qui sont sur des infrastructures en Ukraine et qui essayent justement de faire des dégâts, qui sont motivés politiquement derrière tout ça. Et dans ce cas-là, les acteurs malicieux peuvent travailler avec des pays ou être payés par des groupes à motivation politique, peu importe qu'est-ce qu'on
représentent. Eux, tant qu'ils se font de l'argent, je veux dire, ça peut venir de X ou de Y. S'ils ont le bon zero day, s'ils ont la bonne méthode, la bonne plateforme, ou ils ont l'expertise pour le faire, il va avoir ça va juste aller en augmentant. Oui, puis ce point-là est d'autant plus inquiétant que ces acteurs-là n'ont pas de préoccupation de rentabilité, contrairement aux criminels qui, eux, cherchent beaucoup dans la rentabilité. Donc, vont faire des actions courtes, mais payantes. Les acteurs étatiques ou d'activisme, n'ont aucun intérêt financier direct. Donc, vont attendre beaucoup longtemps. C'est sûr, on a le cas de SolarWinds, qui est probablement le plus connu, le plus médiatisé, justement, que ça a pris au bon mot 6 mois de travail acharné de plusieurs personnes pour faire ce qui a été fait avec le seul objectif de sortir de l'information. Donc, il n'y a aucune rentabilité monétaire associée et ça a coûté énormément d'argent à mettre en œuvre. Donc, ceux-là sont très difficiles à contrer parce que ce ne sont pas sur la menace standard, mais dans la mesure où on n'est pas un acteur visé, c'est sûr, mais on aurait pu dire que SolarWinds était visé avant qu'on constate que c'était par chaîne d'approvisionnement de tomber avec ça. Fait que c'est très inquiétant qu'on le voit là, qui sont encore présents parce qu'ils vont sûrement venir nous remordre encore en 2023 et dans le futur. Exact, avec tout ce qui se passe justement au niveau de la politique mondiale, les différentes interactions avec des pays. On va dire que l'Internet est encore un lieu où tout le monde peut sensiblement, dans l'anonymat, effectuer des actions concrètes. Donc, tout à dire que ça va juste être une augmentation marquée. Oui, très intéressant. Ça fait un bon tour d'horizon. Je trouve ça intéressant de l'aborder en début 2023 parce que je pense que les gens ont dû l'oublier avec les parties de Noël, ce qui en est de l'important parce que de ces informations-là va conditionner nos actions en 2023 et doivent mettre nos énergies. Et justement, de se rafraîchir que ces 7 éléments qui doivent être corrigés sont très importants parce que si on revient toujours avec l'hygiène de base, on est un peu encore dans cette zone-là. Fait que si l'hygiène de base peut être rehaussée, c'est-à-dire au minimum, on est capable de couvrir ça, on va rendre la vie beaucoup plus difficile aux malveillants et incidemment, peut-être avoir moins d'incidents de complexité faible. Exact. Ben, on va le voir en 2023 quand le prochain rapport va sortir, voir si ça a eu un petit impact, mais on le voit rapidement. Là, c'est des choses, on pense que l'info nuagique, c'est moins important certains aspects parce qu'on déloge la responsabilité, mais non. Il y a encore des bases qu'il faut couvrir avant de regarder vers le nuage. Mais merci beaucoup, ça a été super intéressant. Ça fait plaisir.